bonsoir. Soir d'info, seconde partie, qui reçoit l'ancienne secrétaire générale du SYNPICS, Diatou Cissé. Bonsoir. Bonsoir Binta. Bonsoir Ndeye Fatou. Bonsoir Binta, bonsoir à l'Amazon Diatou. La grande guerrière. Alors aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver, de jeunes sœurs très professionnelles. Je suis contente de vous retrouver. Merci Diatou, également partagé, plaisir partagé. Alors le SYNPICS a organisé aujourd'hui les assises des médias. D'abord, que faut-il attendre de cette rencontre, Diatou Cissé? Je dois préciser, sinon je dois à la vérité de dire que je ne suis pas la porteuse de cette initiative. Oui, bien sûr. Je n'en suis pas non plus la promotrice. Mon jeune frère Bamba Kassé a eu l'amabilité de me coopter en tant que membre du comité scientifique. Je pense que c'est honnête de le dire et de le préciser. C'est donc ce matin que j'ai assisté effectivement à la cérémonie d'installation, je préfère même parce que ce n'est pas encore un lancement, parce qu'il y a des réglages à opérer, il me semble. Donc voilà, à ce titre, j'ai été à la réunion de ce matin. Oui, justement, que faut-il attendre de ces assises des médias? Oui, moi je pense que nous sommes tous d'accord pour constater que notre métier est quand même traversé par des turbulences. Et compte tenu du rôle des médias dans le renforcement de la démocratie, dans le renforcement de la citoyenneté, on ne peut pas, à mon avis, pour cette lancée. Il y a eu le code de la presse, effectivement, qui a eu l'avantage ou l'intérêt d'être un document de référence régissant tous les secteurs des médias, mais force a été de constater que le vote de cette loi, pour le moment, n'a pas réglé tous les problèmes du secteur. J'ai pensé effectivement que c'est opportun qu'on puisse s'asseoir pour faire notre propre introspection. Quelles sont nos forces et nos faiblesses en tant que corps, en tant que métier, mais également qu'on ait le courage d'accepter le regard que la population qui est consommatrice de contenu médiatique puisse également porter sur nous-mêmes. Et je pense que c'est l'intérêt d'abord. Le premier intérêt, c'est ça. Justement, Yatou, avant de revenir sur les forces et faiblesses de notre corporation, on a quand même constaté, le Conseil était général ce matin, que la rencontre n'a pas été inclusive. Le patronat n'est pas venu, le CORED, le tribunal des pairs non plus, l'appel, la presse en ligne. Il y a eu une désunion totale autour de ces assises des médias. Je pense que c'est un peu trop exagéré de parler de désunion. Je reprécise que je ne suis pas la plénipotentiaire de Bamba Kassé. Oh là, oui. Ça, c'est clair. Mais je pense que c'est normal. Quand il y a un processus ou une initiative de cette nature, qui se veut quasiment une initiative nationale, à mon avis, effectivement, il y a eu un déficit de communication, un déficit peut-être de concertation. Vous, comme moi, j'ai entendu un jour, j'étais dans mon salon, j'ai entendu Bamba dire on va organiser les assises de la presse. La démarche, effectivement, aurait pu être beaucoup plus partagée. Nous sommes quand même des journalistes. Nous savons faire de l'information. Moi, je pense qu'on avait besoin de faire quand même tout un tapage médiatique, consulter certains acteurs, pouvoir faire des spots à la télé, à la radio pour dire ce que nous voulons faire. Bon, il y a un déficit de communication. Et je ne crois pas, quand j'ai discuté avec Bamba, que c'était une mauvaise intention. Je ne l'aurais pas suivi dans ça parce que moi, je ne suis l'obligée de personne. Encore moins de Bamba Kassé, ça c'est clair. Je pense simplement qu'il a péché. Ça, c'est un peu la personnalité de Bamba. Je pense qu'il va un peu trop vite. Et voilà, j'ai pris donc sur moi pour rappeler que les assises de la presse n'ont de sens que lorsqu'elles sont totalement inclusives. Absolument. Et que tous les acteurs du secteur peuvent contribuer effectivement à rehausser le travail par leur expérience, par leur parcours.
et qu'on ne peut pas parler d'assises de la presse, même si on laisse 2 éléments d'un secteur déterminé sur le trottoir. Par conséquent, moi j'ai bon espoir, sans aucune prétention, je pense que j'ai la légitimité requise pour me permettre de parler à tous les acteurs des médias dans ce pays. J'ai commencé à parler aux uns et aux autres, bien sûr même avec la bénédiction du comité scientifique qui trouve que la démarche, elle est quand même opportune. Et j'ai bon espoir que les autres vont finir par rallier le mouvement. Avant de donner la parole à Ndeye Fatou, on a entendu le CEDEPS demander les assises de la presse, parce que Bamba a parlé des assises des médias. On ne sait pas d'abord c'est quoi la différence, mais on a entendu le CEDEPS dire qu'ils auraient préféré que les assises de la presse soient organisées par la CAP. Oui, vous savez, moi j'ai fait ce que j'ai estimé devoir faire pour cette profession lorsque je devais le faire. Donc je ne suis pas tellement dans les organisations, dans les coteries, mais je sais, j'ai discuté avec les gens de la CAP. Vous voyez bien que j'ai un peu perdu de la voix. J'ai passé toute la journée, tout l'après-midi à discuter avec les uns et les autres. Anyway, comme disent les Anglais, l'idée est lancée. En soi, personne ne récuse la pertinence de l'idée et son caractère opportun au vu du contexte et de l'écosystème actuel des médias. Pour moi, c'est le plus important. Le reste, c'est simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, des ajustements, des réglages à faire pour que les uns et les autres, parce qu'on n'en est qu'au lancement ce matin, rien n'est encore perdu, que les uns et les autres puissent venir, chacun du haut de son expérience et de son parcours et de sa générosité à servir cette profession, qu'on puisse se retrouver pour discuter ensemble. Et je suis presque sûre qu'on va y arriver. On va dépasser un peu ces divergences. Les gens ont manifesté une position de principe, c'est tout à fait normal. Quand on parle d'assises de la presse, effectivement, le patronat de presse ne peut pas l'apprendre à travers les médias. C'est quand même des acteurs clés du secteur. Absolument. Mais bon, on constate, nous tous, qu'il y a eu un déficit de communication sans que cela traduise une volonté d'ostraciser certains ou de la malveillance. On en prend acte et on essaie de corriger parce que, comme on dit, après tout, c'est nous dans nous. Absolument. Eh bien oui, Diatou, c'est nous dans nous, effectivement, et que peut-être que même avec cet espoir, le linge va se laver en famille, comme on dirait. Alors, vous avez dit tout à l'heure dans votre propos qu'il y a des problèmes qui n'ont pas été pris en charge dans cette loi-là. Quels seraient ces problèmes, pour ne pas trop les lister, mais quelques-uns? Certains commencent à le souligner pour dire que le code de la presse, dans ses aspects, est caduc. Parce que vous avez tous suivi que le processus a pris quand même, si je ne m'abuse, beaucoup d'années, hein? Au moins 7 ou 10 ans. Le temps qu'on le vote, qu'on en arrive au décret d'application, il y a peut-être des aspects qui peuvent sembler désuets ou dépassés. Mais globalement, moi je continue à croire que ce code de la presse est un document de référence très exhaustif qui va de la définition du statut du journaliste, de la qualité du journaliste, du statut de l'entreprise de presse, de la régulation, de l'autorégulation. C'est quand même un document complet. Pour moi, ce n'est pas que des problèmes ne sont pas résolus. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on a du mal à s'organiser de telle sorte que ce code de la presse dans le secteur des médias devient une réalité. Je sais que le ministère y travaille, les acteurs également poussent à la roue. Je pense que globalement quand même, le code de la presse prend en charge les problèmes essentiels du secteur. Que ce soit la presse en ligne, que ce soit les aspects liés au délit de presse, tous ces aspects-là quand même sont pris en compte. C'est quand même un document assez exhaustif. Absolument. Aujourd'hui, Diatou, est-ce qu'il est possible d'assainir ce milieu qui est quand même assailli par les businessmen? On dirait que le secteur de la presse est une affaire de business maintenant. Est-ce qu'il est facile d'assainir ce secteur? C'est sûr que c'est une affaire de business. Ah, il le faut d'ailleurs. C'est une affaire aussi
d'influence, parce qu'avoir une télévision, un journal ou un groupe de presse, qu'on le veuille ou pas, c'est loin d'être innocent. Ça vous donne quand même un pouvoir d'influence, un moyen de pression. un pouvoir d'orienter même parfois l'opinion. Personne n'est dupe. Donc c'est quand même en soi un pouvoir. Nous sommes quand même dans un pays où l'initiative individuelle est autorisée. On ne peut pas s'opposer à ce qu'un Sénégalais dise « Moi, je mets mes billes et j'ouvre une entreprise de presse. » Et c'est une bonne chose. Et c'est là où je vous dis que le code a été exhaustif. Parce que le code a défini maintenant n'importe quel Sénégalais peut mettre son argent. Sauf que si on respecte le code de la presse, le directeur de publication est absolument un journaliste professionnel. Vous ne pouvez plus ouvrir votre organe, décider que c'est votre neveu, votre cousin qui va assurer les rênes. Le code définit le directeur de publication comme un journaliste, non pas seulement un journaliste, mais un journaliste aguerri ayant capitalisé au moins 10 ans de pratique professionnelle discontinue. C'est la même chose pour le poste de rédacteur en chef qui est aussi encadré et qui doit être occupé par un journaliste. Anyway, tout ça c'est bien. Vous-même, Diatou, vous avez fait le constat, vous êtes observatrice et vous savez que ça ne se passe pas comme ça. Exactement. Quand je vous disais que ce qui nous manque, c'est de pouvoir donner de l'âme à ce code de la presse pour que le code soit vécu. Mais on aura beau avoir tous les codes du monde. Moi, je pense que le code encadre l'exercice de la profession, mais qu'on soit patron de presse ou journaliste, on est d'abord ce qu'on est, avec ses valeurs intrinsèques, l'éthique, ses principes et sa moralité, et chacun a sa définition de l'éthique et de la probité. Mais quel est en fait le seuil de pouvoir du tribunal des pairs ici aujourd'hui, dans le CORED? Ça aussi, c'est une avancée majeure. Ah oui? Je connais bien de quoi je parle. Pour être quelque part, sans aucune prétention, la maman du CORED, nouvelle formule, qui a été initiée lorsque j'étais au Saint-Pix, puisqu'on parle d'inclusion, qui a été une démarche tout à fait inclusive et participative, où tous les acteurs du secteur, journalistes, patrons de presse, techniciens de la communication sociale et même les organisations socio-professionnelles comme l'ANPS, etc., ont été consultés avec des restitutions à mi-étape pour chaque étape avant validation. Le CORED aujourd'hui a un pouvoir énorme parce que le CORED est partie intégrante du code de la presse. Ça veut dire quoi? Le CORED avait souffert un peu, quand on parlait de CRED, d'un déficit de pouvoir de sanction. C'était considéré comme une organisation où il y avait sûrement de bons sentiments, où les gens pouvaient simplement sermonner un confrère ou une consoeur en conflit avec l'éthique et la déontologie et le laisser partir. Maintenant, il faut que le CORED, et j'en parle à mon jeune frère Mamadou Thior, dont la probité ne fait l'objet d'aucune contestation dans la profession. Je pense qu'il faut que le CORED puisse faire des pas supplémentaires significatifs pour qu'on sorte de ce flux de sortir des communiqués un peu. Les communiqués, c'est bon. Ils disent qu'ils ont à une phase de pédagogie, mais je pense qu'arrive un moment aussi que le CORED puisse exercer ses pleins pouvoirs et que quand il est établi qu'un confrère ou une consoeur est en conflit avec l'éthique et la déontologie, que le CORED, en fonction des pouvoirs que lui confère l'actuel code de la presse, puisse quand même sévir. Il a quand même essayé plusieurs fois, mais ce qu'il récolte en retour, ce sont des insultes à la limite. Est-ce que ce n'est pas la tutelle justement le ministère de l'Information qui devrait... Non, parce que le CORED est absolument indépendant dans sa composition, dans son fonctionnement.
du ministère de la Communication, du CNRA, parce que le CORED, c'est un mécanisme d'autorégulation. Oui, ça veut dire que c'est la profession elle-même qui décide d'assurer sa propre police. Mais ne faudrait-il pas une loi peut-être? Il y a une loi, c'est réglé. Parce que, en fait, si vous êtes condamné par le tribunal des pairs, tous les médias ont l'obligation, c'est légal, c'est juridique, c'est reconnu dans le code de la presse, de répercuter tous les communiqués du CORED. Maintenant, on a un problème dans cette profession. Nous sommes tellement prompts à voir la paille dans l'œil du voisin et on ferme les yeux sur la poutre dans nos propres yeux. Les journalistes, c'est vrai, nous sommes très attachés à la liberté et je pense que voilà, on est très 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 allergique aussi à la critique. Mais pour moi, il revient au CORED. C'est pourquoi on se demande à quoi servent finalement toutes ces structures qui tournent autour de la presse. Moi, en fait, les structures, c'est simple. Si vous me parlez du CNRA, je n'en réponds pas. C'est un mécanisme institutionnel qui fait ce qu'il fait. Même le CNRA, on tire sur le CNRA. Mais moi, je dis que... Sur tout le monde? Non, je pense. Et Mamadou Thior et son équipe, le directoire, ils en sont très conscients. Ils savent parfaitement qu'on ne va pas régler le problème des dérives dans la profession en se contentant de communiquer. Et le CORED dispose d'un pouvoir énorme. Ça veut dire que maintenant, si vous êtes condamné par le CORED et que si le CORED refuse de vous donner un quitus, vous ne pouvez pas accéder à la carte nationale de journaliste. Je trouve que c'est un pouvoir qui est énorme et je suis persuadée, d'ailleurs ce débat m'incite à le faire davantage. Je discute beaucoup avec mon jeune frère Thior, les Aminatou et tous les directoires. Je pense qu'il faut que le CORED commence maintenant à finalement exercer la plénitude de ses missions en matière de répression, parce que qu'on le veuille ou pas, c'est pour réprimer les fautes professionnelles délibérées, mais également, il ne faut pas l'oublier, le CORED n'est pas seulement un gendarme avec la chicotte. Lorsque un confrère ou une consoeur est attaqué ou bien est traîné dans la boue, le confrère ou la consoeur également a la possibilité de saisir le CORED et le tribunal des pairs pour être réhabilité en tant que journaliste. Diatou, il y a également un autre problème, la précarité dans la presse aujourd'hui. Comment s'y prendre? Les journalistes, la plupart du temps, travaillent dans une précarité absolue. C'est vrai, la précarité, c'est... Elle n'est plus syndicaliste. C'est une vieille problématique. Oui, c'est une ancienne. Quand les enseignants vous parlent, ils vous disent que nous sommes dans la précarité. Quand on parle de certains corps habillés comme la police, des gens vous disent parce qu'eux, ils ne parlent pas, ils n'ont pas mission à parler. Mais les gens disent qu'ils sont dans la précarité. Pour ce qui est de la presse, c'est ce qu'on dit. Moi, quand je regarde le paysage médiatique sénégalais, le nombre de titres qui paraissent quotidiennement, le nombre de radios. Quand je vois le marché rétréci de la publicité, je dis, mais les gars, attendons, le secteur n'est pas rentable, les gens ne font pas de bénéfices. Comment ils font pour survivre, les groupes de presse, les entreprises de presse? Je pense que la première porte de survie, c'est aussi l'exploitation des travailleurs. Parce qu'ici, on semble oublier que le journaliste et le technicien constituent la centralité de l'entreprise de presse. Tout à fait. C'est eux qui font le journal, la télé ou la radio. Ça, c'est un. Maintenant, il y a d'autres facteurs exogènes, mais qui ont un impact. Le premier, ça tient de nous les journalistes. Jusqu'au jour où je vous parle, il y a des entreprises de presse où les journalistes n'osent pas se syndiquer, encore moins avoir un délégué du personnel même pour faire valoir leurs droits. Il faut arrêter. Si les gens aussi veulent que leurs conditions changent, il revient aux gens d'accepter de se battre.
On ne peut pas considérer le SYNPICS, la Convention des jeunes reporters, comme une superstructure qui est là-bas, qui se bat et que les gens engrangent les résultats. Oui. Le combat syndical se mène dans les sections. Il faut que les gens acceptent de poser les débats. Moi, je ne dis pas qu'il faut tout avoir. Mais combien sommes-nous, journalistes et techniciens, pour avoir une idée de la situation financière réelle de l'entreprise dans laquelle on travaille? Personne ne le sait. On ne sait pas le nombre de journaux vendus. On ne sait pas la manne publicitaire qui rentre si on parle de la télé et de la radio. Mais si vous organisez un blackout total sur la vie économique de l'entreprise, vous ne pouvez pas, moi, venir me dire le doigt dans le nez que l'entreprise ne marche pas. Absolument. Parce que je n'ai aucun moyen de vérification. Et si vous ne m'informez pas, ça me laisse les coudées franches pour revendiquer sans état d'âme tous mes droits. Je pense qu'il est temps que les journalistes et les techniciens puissent avoir conscience de la force qu'ils constituent en tant que centralité et poumon de l'entreprise de presse pour pouvoir quand même revendiquer de meilleures conditions de travail. Maintenant, si tu revendiques, on peut te mettre dehors. Oui, mais... Alors que les temps sont durs pour tout le monde. Qui ose revendiquer? On a le couteau sous la gorge, vous le savez mieux que moi. Voilà, c'est pourquoi les combats solidaires, dans un contexte comme ça, restent des combats suicidaires. Moi, je parle d'un mouvement d'ensemble. Youssou N'Dour ne peut pas se réveiller, renvoyer en un après-midi tous ceux qui travaillent, par exemple, à TFM. D'autres aussi ne peuvent pas le faire. Donc, je pense que ce que je dis, c'est clair. Il faut que dans un mouvement solidaire, et que les gens acceptent de prendre leurs responsabilités, que les débats-là soient au moins posés dans les entreprises de presse. Maintenant, c'est vrai, les entreprises de presse ont d'énormes difficultés économiques. Mais moi, ce que je ne comprends pas, ceux qui se plaignent des difficultés économiques depuis 20 ans, ils sont là. C'est quand même une initiative privée individuelle. Si ça ne marche pas, les gens ont le droit de procéder à un dépôt de bilan et de faire autre chose. Ce qui n'est pas acceptable, c'est de continuer à dire que ça ne marche pas, nous ne gagnons rien, de continuer quand même à maintenir dans des salaires misérables des jeunes qui ont envie de se réaliser par leur métier, qu'ils soient journalistes ou techniciens. Je pense que ça pose problème et ça pose même un problème éthique. On n'accepte même pas que les travailleurs soient dans le capital. On a eu ces débats. On a eu ce débat quand il s'est agi de mettre en place, lorsqu'on était dans les discussions pour le code de la presse, effectivement, le SYNPICS avait demandé à l'époque que le personnel dans les entreprises privées particulièrement puisse avoir au moins 10 à 20% des actions. Absolument. J'ai jamais vu accepté un rejet aussi farouche et catégorique des patrons de presse qui étaient dans la commission. Mais je pense qu'on a su quand même retomber sur nos pieds. Et c'est pour ça que je vous dis que quoi qu'on dise, le code de la presse est une avancée majeure. Et moi, mon problème, c'est qu'on ne donne pas vie au code de la presse. Parce que ce qui se passe, même pour parler de précarité, je termine ma grande, même pour parler de précarité, si vous regardez le fonds d'appui à l'entreprise de presse, il y a des critères précis. Si vous voulez être éligible au fonds d'appui à l'entreprise de presse, vous devez payer les salaires prévus par la convention collective, vous devez avoir un quitus social indiquant que vous reversez les cotisations à l'IPRES, les cotisations à la caisse de sécurité sociale, et vous devez même avoir un quitus au niveau des impôts indiquant que vous vous acquittez de vos impôts. Je pense que c'est quand même des verrous très solides qui sont de nature quand même à protéger, certes l'entreprise de presse, mais également de nature à protéger le personnel des médias, qu'ils soient techniciens ou journalistes. Dernière question des Fatou. La dernière, alors bon, j'ai donc faire le tri. De plus en plus de confrères sont dans la course aux mairies. Quelle lecture en faites-vous? Et puis, est-ce que si jamais on ne souhaite pas qu'ils ne gagnent pas, est-ce qu'ils retournent à leur métier ou profession? Oui, moi je pense que
il n'est jamais écrit nulle part que le journaliste ne doit pas avoir d'engagement. Que ce soit engagement politique, engagement social, engagement religieux, je ne sais pas. Ils ont quand même la liberté, en tant que Sénégalais jouissant de tous leurs droits, de pouvoir être enrôlés dans des partis politiques et même d'être candidats. Je pense que ce que le CNRA a fait est sage et reste conforme à l'éthique et la déontologie. Pendant toute la période où un journaliste ou un technicien de la communication sociale est en course pour une élection donnée, effectivement, il doit être dessaisi de sa casquette de journaliste le temps, effectivement, de concourir au suffrage. Moi, je parle d'après, parce que après, si les candidats malheureux, il va peut-être, il y aura ce problème de clause de conscience devant je ne crois pas. Je pense que si vous n'êtes pas élu, vous pouvez quand même revenir dans la rédaction, mais c'est sûr que si vous devenez journaliste, vous n'êtes plus un ancien candidat, mais vous êtes un journaliste avec une éthique et une déontologie quand même très claire, qui devrait quand même pouvoir maintenant vous détourner un peu, en tout cas de votre militantisme politique, pour faire un travail de journaliste objectif et équilibré. Et les gens ne sont pas dupes. Si vous voulez mélanger les casquettes aussi, ils sauront distinguer le vrai du faux dans ce que fait Diatou actuellement. On ne la voit plus. Je ne fais pas dire que je ne fais pas grand-chose, c'est un peu trop dire. J'avais besoin quand même d'un petit break pour me ressourcer. Qui n'a pas la pour me remettre à la lecture. Une référence dans le métier. Pour me remettre à la lecture. Mais ne vous en faites pas. Je pense qu'effectivement, de plus en plus, j'ai des sollicitations de confrères pour venir. J'aime bien aussi les formations. J'aime bien faire des formations. Ça me met en contact, en interactivité avec d'autres. Voilà, je pense que... Là où il y a l'argent. Pas forcément. Je suis pas... je suis assez sereine par rapport à l'argent, parce que pour moi, je pense qu'une vie décente, c'est dormir à l'abri, c'est manger à sa faim, c'est se soigner quand on est malade, et par la grâce de Dieu, je pense que ces trois conditions-là sont réunies, et surtout être libre. Merci. La liberté n'a pas de prix. Merci beaucoup, Diatou. Merci, Ndeye Fatou. Merci, Binta. Merci d'avoir suivi. Bien le bonsoir.